Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle, et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche et avait sous le bras une veste fort propre de ratine violette. Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait demander quelque grâce à monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la porte d'entrée, et qui évidemment n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille: Que voulez-vous ici, mon cher enfant? Julien se tourna vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question. Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Madame de Rênal resta interdite. Ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu, et surtout une femme avec un teint si éblouissant, lui parler d'un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire, avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. Elle se moquait d'elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi? C'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu qui venait gronder et fouetter ses enfants? Quoi, monsieur? Lui dit-elle enfin. Vous savez le latin? Ce mot de monsieur étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant. Oui, madame, dit-il timidement. Madame de Rênal était si heureuse qu'elle osa dire à Julien: Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants? Moi, les gronder? Dit Julien étonné. Et pourquoi? N'est-ce pas, monsieur, ajouta-t-elle après un petit silence et d'une voix dont chaque instant augmentait l'émotion, vous serez bon pour eux, vous me le promettez? S'entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement et par une dame si bien vêtue, était au-dessus de toutes les prévisions de Julien. Dans tous les châteaux en Espagne de sa jeunesse, il s'était dit qu'aucune dame comme il faut ne daignerait lui parler, que quand il aurait un bel uniforme. Madame de Rênal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à l'ordinaire, parce que, pour se rafraîchir, il venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. À sa grande joie, elle trouvait l'air timide d'une jeune fille à ce fatal précepteur, dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et l'air rébarbatif. Pour l'âme si paisible de Madame de Rênal, le contraste de ses craintes et de ce qu'elle voyait fut un grand événement. Enfin, elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. Entrons, monsieur, lui dit-elle d'un air assez embarrassé. De sa vie, une sensation purement agréable n'avait aussi profondément ému Madame de Rênal. Jamais une apparition aussi gracieuse n'avait succédé à des craintes plus inquiétantes. Ainsi, ces jolis enfants, si soignés par elle, ne tomberaient pas dans les mains d'un sale prêtre et grognon. À peine entrée sous le vestibule, elle se retourna vers Julien qui la suivit timidement. Son air étonné à l'aspect d'une maison si belle était une grâce de plus aux yeux de Madame de Rênal. Elle ne pouvait en croire ses yeux. Il lui semblait surtout que le précepteur devait avoir un habit noir. Mais est-il vrai, monsieur, lui dit-elle en s'arrêtant encore et craignant mortellement de se tromper, tant sa croyance la rendait heureuse, vous savez le latin? Ces mots choquèrent l'orgueil de Julien et dissipèrent le charme dans lequel il vivait depuis un petit quart d'heure. Oui, madame, lui dit-il en cherchant à prendre un air froid, je sais le latin aussi bien que monsieur le curé, et même quelquefois il a la bonté de dire mieux que lui. Madame de Rênal trouva que Julien avait l'air fort méchant. Il s'était arrêté à deux pas d'elle. Elle s'approcha et lui dit à mi-voix: N'est-ce pas les premiers jours, vous ne donnerez pas le fouet à mes enfants, même quand ils ne sauraient pas leur leçon? Ce ton si doux et presque suppliant d'une si belle dame fit tout à coup oublier à Julien ce qu'il devait à sa réputation de latiniste. La figure de Madame de Rênal était près de la sienne, il sentit le parfum des vêtements d'été d'une femme, chose si étonnante pour un pauvre paysan. Julien rougit extrêmement et dit avec un soupir et d'une voix défaillante: Ne craignez rien, madame, je vous obéirai en tout. Ce fut en ce moment seulement, quand son inquiétude pour ses enfants fut tout à fait dissipée, que Madame de Rênal fut frappée de l'extrême beauté de Julien. La forme presque féminine de ses traits et son air d'embarras ne semblèrent point ridicules à une femme extrêmement timide elle-même. L'air mâle que l'on trouve communément nécessaire à la beauté d'un homme lui eût fait peur. Quel âge avez-vous, monsieur? Dit-elle à Julien. Bientôt 19 ans. Mon fils aîné a 11 ans, reprit madame de Rênal, tout à fait rassurée. Ce sera presque un camarade pour vous. Vous lui parlerez raison.
Une fois, son père a voulu le battre. L'enfant a été malade pendant toute une semaine, et cependant, c'était un bien petit coup. Quelle différence avec moi, pensa Julien. Hier encore, mon père m'a battu. Que ces gens riches sont heureux. Madame de Rênal en était déjà à saisir les moindres nuances de ce qui se passait dans l'âme du percepteur. Elle prit ce mouvement de tristesse pour de la timidité et voulut l'encourager. Quel est votre nom, monsieur lui dit-elle avec un accent et une grâce dont Julien sentit tout le charme, sans pouvoir s'en rendre compte. On m'appelle Julien Sorel, madame. Je tremble en entrant pour la première fois de ma vie dans une maison étrangère. J'ai besoin de votre protection et que vous me pardonniez bien des choses les premiers jours. Je n'ai jamais été au collège, j'étais trop pauvre. Je n'ai jamais parlé à d'autres hommes que mon cousin le chirurgien-major, membre de la Légion d'honneur, et monsieur le curé Chélan. Il vous rendra bon témoignage de moi. Mes frères m'ont toujours battu. Ne les croyez pas s'ils vous disent du mal de moi. Pardonnez mes fautes, madame. Je n'aurai jamais mauvaise intention. Julien se rassurait pendant ce long discours. Il examinait madame de Rênal. Tel est l'effet de la grâce parfaite quand elle est naturelle au caractère, et que surtout la personne qu'elle décore ne songe pas à avoir de la grâce. Julien, qui se connaissait fort bien en beauté féminine, eût juré dans cet instant qu'elle n'avait que 20 ans. Il eut sur le champ l'idée hardie de lui baiser la main. Bientôt il eut peur de son idée. Un instant après, il se dit: il y aurait de la lâcheté à moi de ne pas exécuter une action qui peut m'être utile et diminuer le mépris que cette belle dame a probablement pour un pauvre ouvrier à peine arraché à la scie. Peut-être Julien fut-il un peu encouragé par ce mot de joli garçon que depuis 6 mois il entendait répéter le dimanche par quelques jeunes filles. Pendant ces débats intérieurs, madame de Rênal lui adressait 2 ou 3 mots d'instruction sur la façon de débuter avec les enfants. La violence que se faisait Julien le rendit de nouveau fort pâle. Il dit d'un air contraint: jamais, madame, je ne battrai vos enfants, je le jure devant Dieu. Et en disant ces mots, il osa prendre la main de madame de Rênal et la porter à ses lèvres. Elle fut étonnée de ce geste, et par réflexion choquée. Comme il faisait très chaud, son bras était tout à fait nu sous son châle, et le mouvement de Julien, en portant la main à ses lèvres, l'avait entièrement découvert. Au bout de quelques instants, elle se gronda elle-même. Il lui sembla qu'elle n'avait pas été assez rapidement indignée. Monsieur de Rênal, qui avait entendu parler, sortit de son cabinet. Du même air majestueux et paterne qu'il prenait lorsqu'il faisait des mariages à la mairie, il dit à Julien: il est essentiel que je vous parle avant que les enfants ne vous voient. Il fit entrer Julien dans une chambre et retint sa femme qui voulait les laisser seuls. La porte fermée, monsieur de Rênal s'assit avec gravité. Monsieur le curé m'a dit que vous étiez un bon sujet. Tout le monde vous traitera ici avec honneur, et si je suis content, j'aiderai à vous faire par la suite un petit établissement. Je veux que vous ne voyiez plus ni parents ni amis. Leur ton ne peut convenir à mes enfants. Voici 36 francs pour le premier mois, mais j'exige votre parole de ne pas donner un sou de cet argent à votre père. Madame de Rênal était piquée contre le vieillard, qui dans cette affaire avait été plus fin que lui. Maintenant, monsieur, car d'après mes ordres, tout le monde ici va vous appeler monsieur, et vous sentirez l'avantage d'entrer dans une maison de gens comme il faut. Maintenant, monsieur, il n'est pas convenable que les enfants vous voient en veste. Les domestiques l'ont-ils vu dit monsieur de Rênal à sa femme. Non, mon ami, répondit-elle d'un air profondément pensif. Tant mieux. Mettez ceci, dit-il au jeune homme surpris, en lui donnant une redingote à lui. Allons maintenant chez monsieur Durand, le marchand de draps. Plus d'une heure après, quand monsieur de Rênal rentra avec le nouveau précepteur tout habillé de noir, il retrouva sa femme assise à la même place. Elle se sentit tranquillisée par la présence de Julien. En l'examinant, elle oubliait d'en avoir peur. Julien ne songeait point à elle. Malgré toute sa méfiance du destin et des hommes, son âme dans ce moment n'était que celle d'un enfant. Il lui semblait avoir vécu des années depuis l'instant où, 3 heures auparavant, il était tremblant dans l'église. Il remarqua l'air glacé de madame de Rênal. Il comprit qu'elle était en colère de ce qu'il avait osé lui baiser la main. Mais le sentiment d'orgueil que lui donnait le contact d'habits si différents de ceux qu'il avait coutume de porter le mettait tellement hors de lui-même, il avait tant d'envie de cacher sa joie, que tous ses mouvements avaient quelque chose de brusque et de fou. Madame de Rênal le contemplait avec des yeux étonnés. De la gravité, monsieur, lui dit monsieur de Rênal, si vous voulez être respecté de mes enfants et de mes gens. Monsieur, répondit Julien, je suis gêné dans ces nouveaux habits. Moi, pauvre paysan, je n'ai jamais porté que des vestes. J'irai, si vous le permettez, me renfermer dans ma chambre. Que te semble de cette nouvelle acquisition dit monsieur de Rênal à sa femme. Par un mouvement presque instinctif, et dont certainement elle ne se rendit pas compte, madame de Rênal déguisa la vérité à son mari. Je ne suis point aussi enchanté que vous de ce petit paysan. Vos prévenances en feront un impertinent que vous serez obligé de renvoyer avant un mois. Eh bien, nous le renverrons. Ce sera une centaine de francs qu'il m'en pourra coûter, et Verrières sera accoutumé à avoir un précepteur aux enfants de monsieur de Rênal. Ce but n'eût point été rempli si j'eusse laissé à Julien l'accoutrement d'un ouvrier. En le renvoyant, je retiendrai bien entendu l'habit noir complet que je viens de lever chez le drapier. Il ne lui restera que ce que je viens de trouver tout fait chez le tailleur, et dont je l'ai couvert. L'heure que Julien passa dans sa chambre parut un instant à madame de Rênal.
Les enfants auxquels l'on avait annoncé le nouveau précepteur accablaient leur mère de questions. Enfin, Julien parut. C'était un autre homme. C'eût été mal parlé que de dire qu'il était grave. C'était la gravité incarnée. Il fut présenté aux enfants et leur parla d'un air qui étonna M. de Rênal lui-même. Je suis ici, messieurs, leur dit-il en finissant son allocution, pour vous apprendre le latin. Vous savez ce que c'est que de réciter une leçon. Voici la Sainte Bible, dit-il en leur montrant un petit volume in 32, relié en noir. C'est particulièrement l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Je vous ferai souvent réciter des leçons. Faites-moi réciter la mienne. Adolphe, l'aîné des enfants, avait pris le livre. Ouvrez-le au hasard, continua Julien, et dites-moi le premier mot d'un alinéa. Je réciterai par cœur le livre sacré, règle de notre conduite à tous, jusqu'à ce que vous m'arrêtiez. Adolphe ouvrit le livre, lut un mot, et Julien récita toute la page avec la même facilité que s'il eût parlé français. M. de Rênal regardait sa femme d'un air de triomphe. Les enfants, voyant l'étonnement de leurs parents, ouvraient de grands yeux. Un domestique vint à la porte du salon. Julien continua de parler latin. Le domestique resta d'abord immobile et ensuite disparut. Bientôt la femme de chambre de madame et la cuisinière arrivèrent près de la porte. Alors Adolphe avait déjà ouvert le livre en 8 endroits et Julien récitait toujours avec la même facilité. Ah mon Dieu, le joli petit prêtre dit tout haut la cuisinière. Bonne fille fort dévote. L'amour-propre de M. de Rênal était inquiet. Loin de songer à examiner le précepteur, il était tout occupé à chercher dans sa mémoire quelques mots latins. Enfin, il put dire un vers d'Horace. Julien ne savait de latin que sa Bible. Il répondit en fronçant le sourcil. Le saint ministère auquel je me destine m'a défendu de lire un poète aussi profane. M. de Rênal cita un assez grand nombre de prétendus vers d'Horace. Il expliqua à ses enfants ce qu'était qu'Horace. Mais les enfants, frappés d'admiration, ne faisaient guère attention à ce qu'il disait. Ils regardaient Julien. Les domestiques étaient toujours à la porte. Julien crut devoir prolonger l'épreuve. Il faut, dit-il au plus jeune des enfants, que M. Stanislas Xavier m'indique aussi un passage du livre saint. Le petit Stanislas, tout fier, lut tant bien que mal le premier mot d'un alinéa, et Julien dit toute la page. Pour que rien ne manquât au triomphe de M. de Rênal, comme Julien récitait, entrèrent M. Valenod, le possesseur des beaux chevaux normands, et M. Charcot de Maugiron, sous-préfet de l'arrondissement. Cette scène valut à Julien le titre de monsieur. Les domestiques eux-mêmes n'osèrent pas le lui refuser. Le soir, tout Verrières afflua chez M. de Rênal pour voir la merveille. Julien répondait à tous d'un air sombre qui tenait à distance. Sa gloire s'étendit si rapidement dans la ville que peu de jours après, M. de Rênal, craignant qu'on ne lui enlevât, lui proposa de signer un engagement de 2 ans. Non, monsieur, répondit froidement Julien, si vous vouliez me renvoyer, je serais obligé de sortir. Un engagement qui me lie sans vous obliger à rien n'est point égal, je le refuse. Julien sut si bien faire que, moins d'un mois après son arrivée dans la maison, M. de Rênal lui-même le respectait. Le curé étant brouillé avec messieurs de Rênal et Valenod, personne ne put trahir l'ancienne passion de Julien pour Napoléon. Il n'en parlait qu'avec horreur.